Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une étude, un cours de dessin, en fait, tout simplement, sur les effets métalliques. Et donc, ça va être super cool. Et pour l'occasion, on va utiliser une tablette de fou zinzin qui m'a été envoyée par la marque Huon. Cette tablette, à l'heure où je l'ai là devant mes yeux, elle n'est même pas encore sortie. Et c'est une tablette 24 pouces, 4K, c'est leur troisième génération. On est sur un produit vraiment haut de gamme. Je pense que ça va être une folie. En plus, elle est tactile et tout. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. J'avoue, je ne l'ai pas encore ouverte. Ça va être trop cool. Donc on va ouvrir ça doucement. Le carton est plutôt sobre. A priori, moi ça m'est égal. Je m'en fous un peu. C'est le produit qu'il y a dedans qui m'intéresse, pas vraiment l'emballage. Et ensuite, on a la tablette qui est bien emballée dans un joli papier et qui est juste comme un écran. C'est super minimaliste. La composition, elle est vraiment solide. Elle est vraiment lourde. Elle est super lourde. Et en même temps, il n'y a pas trop de choses. On a deux pieds ici. Ensuite, on va avoir un truc qui dit que ça a été bien calibré, ça a l'air d'être un truc un peu important. Une plaquette qui montre un petit peu tous les équipements qu'il y a et comment tout brancher. Ensuite, on a une télécommande à l'intérieur. Celle-là est super moderne, ça permet de mettre ses raccourcis clavier. Il y a une molette, etc. En fait, c'est plein de boutons. Parfois, elles sont sur la tablette, parfois, elles sont sur une télécommande. Franchement, la construction, elle est ultra propre. Ensuite, on a un genre de premium gift à l'intérieur, donc un cadeau premium. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être pour la calibration des couleurs. Je sais pas, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est là. Tout est très qualitatif, en tout cas, dans la construction. C'est vraiment bien foutu. Ensuite, on va bien sûr avoir tout ce qui est câble, connectique et tout, hein, pour pouvoir brancher tout ce petit bazar à votre ordinateur, à votre PC, à votre Mac, peu importe ce que vous utilisez. On a évidemment un petit gant, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit gant. Un genre de petite lavette pour nettoyer l'écran correctement, qui a l'air plutôt qualitatif, une grosse éponge même. Et la partie que personnellement je préfère, c'est toujours les stylets, parce que je suis un peintre et donc j'aime bien les pinceaux et tout, donc j'aime bien les stylets aussi. Et on a donc une belle boîte avec deux stylets à l'intérieur. Le stylet est chouette, il est lourd, plutôt solide, ça a l'air d'être un bel objet, hein. Franchement j'ai vraiment hâte de la brancher. Et un deuxième stylet un petit peu plus léger. Et on a différents nips pour pouvoir avoir une texture plus ou moins feutrée, ce qui est tout à fait le bienvenu. Moi j'aime beaucoup avoir une texture plus feutrée, donc avoir le choix, c'est vraiment chouette. Le unboxing est fait, on va passer directement au moment où tout est déjà branché. Je vais pas me casser la tête à vous montrer le truc, le machin, le comment, le pourquoi. Vous savez brancher une tablette à un ordinateur, il n'y a rien de compliqué. Et si c'est compliqué, vous suivez les instructions tout simplement. Donc on y va, branchement. Bon alors ça y est, on y est, j'ai tout installé. La vérité c'est qu'on est 2 jours plus tard parce qu'en fait j'avais plein de trucs à faire entre temps, donc j'ai dû faire 2-3 autres trucs. Et on va se servir du moment pour étudier les matières réflectives, donc tout ce qui va être métal en fait, métallisé, chrome, etc. Parce que entre la réflexion et la non-réflexion, il y a tout un monde. On peut avoir par exemple une sphère qui est très très mate, et puis légèrement plus brillante, et encore légèrement plus brillante, jusqu'à devenir absolument réflective comme un miroir éventuellement si c'est du chrome parfaitement poli. Bref, je vais juste vous montrer ça, j'ai essayé de jouer cette vidéo pour voir en fait par rapport à l'intensité des couleurs et de ce que je peux en voir, je suis pas un expert en tablette, mais de ce que je peux en voir, les couleurs sont quand même vraiment profondes et les noirs surtout sont quand même vraiment profonds. Il y a aussi un autre truc qui est assez cool, c'est que la tablette elle est tactile en fait. Donc évidemment, on a les stylés pour dessiner, le but c'est pas de faire de l'art avec les doigts, mais le fait que ce soit tactile, ça peut quand même représenter plus de facilité, tout simplement, c'est plus de confort de travail. Ensuite, les deux stylés, ils sont vraiment cool parce qu'en fait, c'est les mêmes ou presque. Il y en a un qui est plus fin, il y a quand même la gomme derrière. Parfois, quand on achète des tablettes, les stylés ils sont vraiment différents. Il y en a un qui est moins bien que l'autre. Là, pour les avoir essayés un petit peu les deux, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment une question de confort. Et donc, on a évidemment un côté avec la partie crayon et l'autre côté, c'est la gomme. Donc, on peut littéralement dessiner et gommer et ça, c'est quand même plutôt cool. Et évidemment, on a la manette. Un truc qui me charme particulièrement, c'est qu'il y a une double molette. Donc, il y a une molette là dans le disque central, il y a une molette pour changer la taille du pinceau ou faire autre chose. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est conçu c'est pour être modulable et être adapté à vos besoins. Et avec l'autre molette, je peux par exemple changer la taille de la toile ou faire autre chose si j'en ai envie. Mais je trouve que c'est cool d'avoir une double molette. Après, il y a plein de boutons, vous pouvez tous les moduler comme vous voulez. Ça paraît un petit peu accessoire, mais en vrai, c'est ce que je pensais avant en tout cas, et pour avoir pratiqué un peu plus la tablette pour l'écriture de mon précédent bouquin, c'est vraiment cool d'avoir ça. Et après, pour la partie la plus importante, c'est-à-dire la qualité de la pression, je dirais que le contrôle, il est parfait, quoi. Oui, voilà, en regardant, il y a plus de 16 000 échelonnages de pression quand on dessine. Et en fait, ça paraît énorme, ça paraît absurde, mais quand il y en a beaucoup moins, genre 8 000, 4 000 et tout, en fait, on sent qu'il y a un manque de finesse dans la gestion de la pression. Et là, c'est vraiment bien foutu, quoi. Après, évidemment, vous pouvez
tout configurer. Il y a des boutons, il y a des courbes, il y a moyen vraiment de configurer le stylet comme vous en avez envie. Moi, personnellement, surtout quand c'est un nouveau produit que je connais pas trop, je préfère le laisser comme c'est pour expérimenter la tablette elle-même, puis peaufiner petit à petit. Mais évidemment, c'est du matos de pro, hein, vous faites ce que vous voulez avec. Allez, c'est parti. Pour commencer notre étude et comprendre un petit peu comment la brillance ça fonctionne, on va partir en fait d'une sphère qui est mate. On sait qu'elle est mate parce qu'elle est à la lumière. Comment on sait qu'elle est à la lumière? Sur le côté là, on a une ombre portée qui est quand même assez directe, hein. Donc on voit très bien qu'il y a une lumière qui vient d'ici, ça c'est clair et net. Et on voit qu'elle n'est pas vraiment réflective parce qu'en fait ici, il n'y a pas de point de lumière. Il n'y a pas la réflexion de la lumière de façon vraiment super directe. Si c'était un objet qui était brillant, il y aurait au minimum un endroit avec un éclat de lumière. Et sur ce dessin bien précis, on a deux zones. On a une zone à l'ombre, que je dessine, voilà, que je contourne un petit peu comme ça. Et on a une zone à la lumière, qui est comme ça. Maintenant que vous visualisez bien ces deux parties, on va avoir une règle qui est très simple. Il n'y a rien dans la zone de lumière qui va être aussi foncé que quelque chose qui est dans la zone d'ombre. Donc même les gris les plus clairs qui sont dans la zone d'ombre ne seront jamais aussi clairs que les gris qui sont dans la zone de lumière. Autrement dit, ces deux zones, elles sont vraiment séparées, elles ne se confondent pas, et c'est ça qui crée l'effet de 3D grâce aux valeurs en fait. Donc cette règle, elle est tout le temps vraie, sauf pour les objets réfléchissants. Et pour les objets qui sont réfléchissants, eh bien dans ce cas-là, si vraiment c'est extrêmement réfléchissant comme du chrome, c'est comme un miroir en fait. Donc un miroir, il n'y a plus question d'ombre et de lumière, ça va simplement refléter complètement l'environnement. Et pour les objets qui sont un petit peu moins réflectifs, je dirais par exemple une boule de pétanque un petit peu usée, ce genre de truc, on va avoir des reflets, on va avoir des choses qu'on voit à l'intérieur, qui dépassent le simple cadre de cette règle en fait, qui dit tout simplement que les foncés et les clairs, l'ombre et la lumière doivent être en tout point séparés. Donc je vais vous montrer en appliquant ça sur cette sphère, donc une sphère mate, ce qui se passerait si on avait un objet un peu plus réflectif. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que, en fait je vais détruire la règle. Donc je vais mettre des zones de clair dans l'ombre et des zones de foncé dans le clair, tout simplement. Même si je le fais de façon un petit peu hasardeuse, vous voyez que si déjà je fais juste ça, on a de suite un côté beaucoup plus réflectif. Si je prends le foncé, je prends du foncé, et que j'en mets aussi de l'autre côté, c'est-à-dire dans la partie à la lumière, de suite on a un objet, si je m'éloigne un petit peu, hop, de suite on a un objet qui brille. Pourtant j'ai rien fait, hein. J'ai juste rajouté un trait blanc d'un côté, un trait noir de l'autre. Ensuite on va pousser un petit peu. Et là, il faut comprendre un peu le contexte. Ça veut dire que, en fait, ce qui va être réfléchi dans la boule de métal en fait, qu'on est en train de dessiner, ça va être l'environnement. Donc si par exemple on avait cette boule-là qui était posée sur une table, et que cette table était, admettons, blanche, eh ben on va avoir le reflet de la table blanche dans la boule. Donc on va avoir cet objet qui va être posé sur une table blanche, et l'environnement, le contexte, qui va être peut-être, on va dire, le ciel, donc bleu, donc beaucoup plus foncé que la table blanche. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la réflexion de la table dans la sphère. En l'occurrence, ça va faire certainement un truc un peu comme ça. Et vu que cette table elle est blanche, et ben en fait je vais pouvoir faire une délimitation très nette, avec du blanc sur le bas. Alors pas forcément très nette, une délimitation qui est évidente, c'est ça que je voulais dire, pardon. Pas forcément nette dans les contrastes, mais une délimitation évidente. Parce que là je veux faire un objet qui est brillant, qui est réflectif, mais qui est quand même, on pourrait dire relativement satiné. Pas un truc trop brillant, trop net. Et ensuite pour la partie haute de la sphère, le ciel, et ben là je peux foncer. Et quand on regarde cette sphère de loin, on commence à voir un petit peu un objet où on a une table blanche qui reflète dedans et le ciel qui est en fait sur la partie haute de la sphère, quoi. Donc maintenant, on a oublié un petit élément très important. On voit sur cette sphère qu'il y a de la lumière directe qui tape dessus. On le sait parce qu'il y a une énorme ombre portée qui est juste là. Cette ombre portée là, comme ça, elle donne l'information que la lumière elle tape dessus plein fer. Donc, on oublie quelque chose. On oublie le point de réflexion, les amis. Le point de réflexion, il va être situé à l'œil, à peu près dans ce coin-là. Donc ça, c'est hyper important. Ou ça va être un point de réflexion qui va être extrêmement ponctuel, avec quelque chose d'extrêmement net, par exemple comme ça. Ça, ce sera sur un objet très lisse, brillant et extrêmement lisse, comme par exemple
par exemple une boule de billard. Une boule de billard, c'est très 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 brillant. On va avoir aussi par exemple une boule de bowling, le chrome, etc. Mais si je fais un point de réflexion comme ça extrêmement net, ça veut dire que la table aussi doit être extrêmement nette. Donc pourquoi pas, mais on verra un petit peu plus tard. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière et je vais faire un point de brillance qui est présent, mais qui est un peu plus diffus, avec des arêtes trop nettes. Donc le contraste est puissant parce que je vais sur le blanc pur représentant, là on va dire la lumière, c'est direct quoi, hein, c'est la réflexion de la lumière directe, mais c'est juste pas ultra net, c'est juste ça. Et si on avait par exemple plusieurs sources de lumière, comme c'est le cas par exemple dans les salles de billard, typiquement, il y a plusieurs spots et tout, donc sur les balles de billard, regardez quand vous ferez un billard la prochaine fois, vous voyez, il y a plusieurs points de lumière, parce qu'en fait, toutes les lumières qu'il y a de partout reflètent dessus. Et ben, dans ce cas précis, on verrait tout un tas de spots à droite à gauche, qui sont en fait dictés par l'emplacement des lumières qui sont autour de nous, quoi. Donc il peut y avoir plein de petits points qui sont en fait réfléchis dans la sphère qui est réfléchissante, quoi. Ensuite, on a oublié quand même encore quelque chose d'important, c'est le reflet de l'ombre portée elle-même dans la sphère. Donc l'ombre portée, elle est très foncée, et je pense, à vue d'œil, hein, tout ça c'est que au doigt mouillé, là, hein, j'ai pas de modèle ou quoi que ce soit, donc je pense que l'ombre portée va se réfléchir dans la sphère un peu comme ça. Voilà. Et de nouveau, à chaque fois que en fait, je fais un truc nouveau, on se rend compte à quel point ça devient de plus en plus réfléchissant. C'est le but, hein, là, si on compare en fait la sphère du haut, la sphère blanche du haut avec la sphère blanche du bas, en fait c'est le même objet, sauf qu'il y en a une qui est plus réfléchissante que l'autre. Maintenant, pour le moment, on est sur un objet réfléchissant, mais pas extrêmement réfléchissant, dans le sens où on a quand même, globalement, des clairs plus clairs ici, et des foncés plus foncés ici. On est sur quelque chose où il y a de la réflexion, et en même temps, on garde encore, on va dire, les règles fondamentales du dessin, à savoir que ces deux zones de valeur doivent être séparées pour être cohérentes. Et si on veut complètement détruire, entre guillemets, ça, il va falloir vraiment aller loin. Il va falloir vraiment aller loin dans ces valeurs. Donc là, par exemple, je vais faire un choix drastique. Admettons qu'il y ait, par exemple, des arbres ou un bâtiment ou quelque chose comme ça peut donner des ondes extrêmement foncées dans le chrome ou dans le métal en général. Et on va les faire réfléchir sur la partie qui va être vraiment à la lumière. Là, je fais des formes au pif, tout simplement parce que l'environnement, on le choisit pas, quoi. Il est comme il est, donc voilà, je fais des formes un peu au pif. Vous voyez, le fait d'utiliser la molette, en fait, j'utilise un seul crayon. C'est comme ça que, personnellement, j'aime travailler sur mes logiciels. Je garde toujours ça très simple, je suis vraiment pas un expert là-dedans. Mais en gros, j'ai un crayon, je dessine avec fin, et puis petit à petit, en fait, avec la molette, je gère en fait l'épaisseur du crayon, comme ça, au coup par coup. Et ça, c'est vraiment trop cool, quoi. C'est hyper permissif, c'est beaucoup plus simple, évidemment, qu'un média traditionnel, hein. C'est clair que la tablette, c'est un outil hyper puissant. Bon, donc là, on a commencé à mettre pas mal plus le bordel. D'ailleurs, c'est un peu moche, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est tout simplement les choses réflectives qu'il y a autour de la sphère qui veulent ça. On va faire la même chose, mais avec plus de blanc. Donc, par exemple, admettons, du côté qui est à l'ombre, eh bien, on va avoir un autre objet qui va être aussi très lumineux, ou pas forcément qui dégage sa propre lumière, mais qui est au moins éclairé de façon importante. Et on peut avoir aussi le bas de la sphère, qui reflète encore plus fort la table blanche. Et on peut avoir du coup un petit peu de ce blanc comme ça qui revient comme ça sur la sphère. Et pareil de ce côté, un petit peu la réflexion spéculaire, ça s'appelle, de la table dans la sphère qui mange vraiment, qui vient vraiment manger les parties qui sont à l'ombre. Et en fait, de plus en plus, en fait, on s'éloigne d'un objet qui est mat, quoi. De plus en plus, on rentre dans la brillance grâce à ce genre d'effet. Maintenant, si on a une vue plus éloignée, je fais exprès de mettre en tout petit pour que vous puissiez regarder vraiment l'objet de loin. Ça, c'est vraiment important. Faites-le vraiment souvent sur vos dessins, sur vos peintures, etc. Quand on est proche d'un objet comme ça, on est focalisé sur les textures, les formes, les trucs un peu bizarres. Voilà, c'est pas toujours très joli, surtout quand on fait des démos rapides. Donc, c'est bien de prendre du recul pour voir si on est dans la bonne direction d'un point de vue fondamental et pas d'un point de vue des détails, des textures et tout, quoi. Donc là, clairement, si on compare l'objet du haut et l'objet du bas, on est vraiment sur un objet qui commence à être très réflectif. On ne voit pas des motifs à l'intérieur, mais c'est quand même très réflectif. Maintenant, si on veut s'amuser à aller plus loin, parce que c'est ça qui est marrant avec ce genre d'exercice, c'est que tu prends un objet mat et tu le rends de plus en plus brillant, c'est fun, voilà. On va commencer à faire plus de détails. Plus l'objet il est réflectif, plus on voit l'environnement de façon détaillée, quoi. Donc, admettons que là ce soit des arbres. Je fais des arbres parce que c'est relativement facile. Hop, je dessine avec cette fameuse perspective à 1 point de fuite, 5 points de fuite, pardon, que dis-je. Donc la perspective à 5 points de fuite, en fait, elle respecte ce schéma. Je vais le dessiner vite fait, comme ça vous capterez un minimum. Il y a la ligne d'horizon ici.
On a une autre ligne, voilà, comme ça. Là, en fait, on a un point de fuite central, comme un point de fuite, tout simplement. Et ensuite, on a les 4 points qui sont un peu comme les points cardinaux, qui sont aux extrémités de la sphère. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ces points-là se rejoignent. Donc, on va avoir le point 1 qui connecte avec le point 3 comme ça, en faisant une ellipse, etc. Voilà. Je fais ça vite fait, bien fait. Personnellement, c'est pas une perspective que je fais beaucoup. Euh, mais c'est une perspective qui est très utilisée, la perspective à 5 points de fuite, pour donner des dynamiques, des espaces courbes, etc. C'est super intéressant. Juste moi, dans mon style un peu classique et tout, ça n'a pas trop de sens de s'en servir, on va dire. Mais c'est cool, quoi. Donc un point central, 4 points sur les côtés. Le point central, il fait un radian qui est en fait comme un seul point de fuite, donc c'est que des traits droits, et ensuite tous les points sont courbes, et ça fait une dynamique de zinzin. Donc en faisant des contrastes qui restent abstraits, mais qui suivent cette dynamique-là, euh, bah, on va voir ce que ça donne. Je vais le faire de suite. Il y a vraiment des gens hyper forts qui arrivent à faire des dessins en 5 points de fuite. Moi, ça va rester un peu basique, je vous le dis avant, c'est pas du tout ma spécialité. Après, vous verrez, quand j'enlèverai la grille rouge, on verra cette perspective qui transparaît au travers de mes masses de valeurs, juste parce que j'ai fait des tâches en fait, qui respectent ces dynamiques de perspective, quoi. Et je fais exprès de pousser un petit peu le vis en mettant vraiment beaucoup de foncé dans les zones qui sont en théorie à la lumière, pour qu'on se rende compte qu'à un moment donné, plus l'objet devient brillant, plus ça n'a plus de sens de parler d'une zone à l'ombre et d'une zone à la lumière. Et cette fameuse règle qu'on apprend, en fait, elle devient complètement caduque. En fait, encore une fois, comme un miroir. Bon allez, j'en fais pas plus pour ce petit exemple, parce qu'après, ben, c'est comme tout, plus je vais mettre des détails, plus ça va me régaler, et puis plus plus je vais passer 3 heures là-dessus, franchement, j'ai plein d'autres trucs à faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vraiment un objet qui est extrêmement réflectif comparé à l'objet précédent qui était juste en dessous, et juste tout ça en petit à petit respectant de moins en moins les fondamentaux qui étaient établis à la base et qu'on apprend partout, et qui sont importants de comprendre et de connaître, attention, faut pas forcément griller les étapes. C'est juste que pour les objets qui sont réflectifs, effectivement, on va avoir des fondamentaux qui sont un peu casse-gueule, quoi. Bon, c'était un cours assez dense. J'ai fait ce sujet-là parce que c'est en fait, je sais plus quel abonné m'a suggéré ça, mais c'était l'un d'entre vous qui me l'avait suggéré. Donc voilà, j'ai fait au plus complet. Mon impression après quelques heures d'utilisation de la tablette, je sais qu'on n'a pas fait de couleur et que les tablettes c'est important pour la couleur, mais mon impression globalement c'est que c'est vraiment très puissant. Les couches de vélocité avec le stylet sont très très bons. Les deux stylets sont également performants parce qu'il y a la gomme au dos du stylet dans les deux cas. Il y a aussi moyen de paramétrer chacun des stylets indépendamment. En tout cas, c'est clairement du bon produit, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense. Bref, c'est tout pour moi, passez une excellente journée, à bientôt, bye.